Alors je précise tout de suite, je vous remercie de tout ce que vous avez dit, et je précise tout de suite qu'avec ce que je propose, j'ai absolument pas la naïveté de croire que quelqu'un qui veut prendre de l'influence ne trouvera pas d'autre chemin pour la prendre. Mais quand je vous entends, l'un et l'autre, surtout Luc Recordon, qui a dit ça de manière pour moi plus claire, enfin, ce que j'entends, c'est qu'un lobbyiste, il peut être un partenaire. Il peut être quelqu'un qui apporte de l'information dont un politicien, à quelque niveau qu'il soit, a besoin. Alors je me demande pourquoi, nous en Suisse, on aurait un droit d'initiative pour faire ça, pourquoi on ne mettrait pas en route une initiative qui demanderait la création d'un espèce d'enclos, une espèce de cours des miracles, un truc, hein, où tous ces gens pourraient venir, où ils seraient invités, ce serait magnifique, tout le monde serait là, on délèguerait les lobbyistes pour que les gens qui ont besoin de leur parlent là. Et ça serait ouvert et ça serait fait exprès. Ils n'auraient pas besoin de trafiquer dans les couloirs, rien du tout, l'espace serait là, et il y aurait là, à ce moment-là, une nécessité de donner l'information dont les politiciens ont besoin pour continuer. Parce que je ne doute pas qu'il y ait besoin de cette information. Et qu'on pourrait pousser l'information plus loin. J'ai pas ça en tête parce que ça me vient à l'idée maintenant à force d'avoir écouté ce soir. Et j'ai l'impression qu'on aurait là une espèce de plateforme de rencontre qui serait un terrain ouvert, évidemment qui serait un terrain convoité probablement, mais enfin bon, ouvert, où on pourrait vraiment débattre des questions qui se posent et où chacun, peut-être ses lobbyistes entre eux, trouverait des choses intéressantes. Ça rendrait les cabinets de lobbyistes un peu obsolètes, c'est vrai, ou alors ils deviendraient des cabinets de coach, de lobby, je sais pas, de gens qui viendraient se présenter dans cette salle. Mais j'ai l'impression que ça pourrait être quelque chose de fascinant et de passionnant. Donc ça serait une initiative à avoir pour demander ça. C'est une immense réforme. Mais voilà, ça serait une idée que j'aurais et je me demande ce que vous en pensez. Jacques de Palin, Renan. Je suis assez choqué d'une chose, en tant qu'attaché à la démocratie, c'est pour la Suisse, je crois qu'en France c'est peut-être un peu différent. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas conflit d'intérêts entre des gens qui sont au conseil d'administration des grandes assurances privées, pour donner un exemple, et puis qui sont dans les commissions de santé du Conseil national ou du Conseil des États. Je suis très choqué que ça existe, parce que je trouve que qu'ils soient partenaires, comme a dit madame, c'est-à-dire qu'on les écoute comme experts extérieurs, s'ils ont besoin de donner des compléments, certainement il y en a des choses utiles qu'ils pourraient amener. Par contre, le conflit d'intérêts me semble tellement fondamental que je crois qu'il y a plusieurs conseillers nationaux qui ont de temps en temps essayé de lancer courageusement une loi ou un projet de loi ou un projet d'amendement là-dessus, et je crois que c'est très grave qu'on n'y soit pas arrivé. Je cite rapidement le conseiller Stéphane Rossini aussi, enfin ça va tout à fait dans le même sens que les amendements copier-coller de M. Petitjean, ou bien le Suisse allemand qui disait « j'ai aucune idée, j'ai pas d'opinion », c'est que dans une commission du Conseil national, des gens distribuent finalement, parce qu'ils n'arrivent pas à expliquer eux-mêmes, une sorte de polycopier en disant « mais j'en ai un pour chacun, étudiez-le, il y a tout là-dedans ». Donc ça c'est la honte du Parlement. C'est-à-dire qu'il trouve qu'il y a deux anomalies. Un, c'est le conflit d'intérêts qui n'est pas formulé et combattu clairement, donc c'est une entorse à la démocratie très profonde, je trouve. Et la deuxième chose, c'est, je m'excuse, mais la faiblesse intellectuelle d'une bonne partie des parlementaires suisses qui sont obligés des fois de répéter, d'annoncer des arguments sans forcément débattre des questions importantes que M. Petitjean a données, intérêt public, intérêt privé, intérêt général et tout ça. Dernier point sur lequel je serai beaucoup plus court, je voudrais interroger Luc Recordon, et je trouve très bien aussi l'idée de M. Petitjean du contrepoids financé, propriétaire-locataire. Hein. Les milieux immobiliers en Suisse sont fortement
sont fortunés d'une part et sont fortement présents dans le Conseil national et ailleurs, et les locataires sont en train de perdre du terrain. J'entends, moi j'ai une section Asloca Renan qui a disparu, on doit aller à Lausanne, c'est pas toujours simple. On sent que cette association suisse des locataires, les locataires sont majoritaires en Suisse, contrairement à d'autres pays par rapport aux propriétaires. Cette association, elle devrait être absolument soutenue par l'État financièrement pour pouvoir jouer son rôle. Il y a énormément de permanences qui ne marchent pas. Il y a des gens qui ont des problèmes sérieux de rénovation d'immeubles avec des choses absolument... des charges fiscales, des charges financières très lourdes qui leur retombent dessus. Et on n'a pas... L'État ne joue pas son rôle. C'est pour ça que moi je suis sceptique. Je parle presque d'extinction de la démocratie parlementaire. L'État ne joue pas son rôle de contrepoids, de pouvoir défendre l'intérêt général et d'être à la même hauteur que les lobbies. C'est pour ça que je suis assez sceptique sur, malgré les observations judicieuses de M. Recordon, sur le fait que la démocratie fonctionne. Je suis beaucoup plus, presque dans le sens de M. Petitjean, je suis très inquiet pour la démocratie, avec les lobbies, avec la faiblesse de formation politique et intellectuelle du parlementaire moyen du Conseil national, du Conseil des États, et l'entorse à une démocratie participative, vivante, associative, qui devrait être financée et appuyée par l'État. Une dernière, et puis après, vous répondez, on partira sur des questions. Oui, Pierre Sanchi. J'écoutais avec intérêt les deux conférenciers, mais moi, la question que je me pose, les écoutant, c'est que les lobbyistes, finalement, ils font leur travail et ils essayent d'apporter de l'information biaisée peut-être, mais en tout cas orientée dans un certain but. La question, elle n'est pas chez les lobbyistes, à mon avis, elle est chez ceux qui les écoutent. Et la question de base, et je pense que là, mes deux préopinants, je reste sceptique, ça n'est pas par les institutions qu'on arrangera les choses, ni par des lois de plus, ni par des systèmes de plus. On les favorisera peut-être une certaine participation ou une certaine démocratie au bon sens du terme, parce qu'on a maintenant, c'est plus de la démocratie, hein. Surtout, enfin, je ne veux pas revenir plus longtemps. Le problème de base, c'est vraiment la conscience du parlementaire. Alors, est-ce qu'on peut l'améliorer? C'est à chacun de faire cet effort, c'est évident. Mais derrière, se pose quand même aussi un problème, c'est que les parlementaires acceptent tous un point qui est, à mon avis, extrêmement grave, c'est la question du secret. Secret de ce qui se passe en commission, secret de ce qu'on leur dit, secret des délibérations, et je pense que cette absence de transparence conduit effectivement au pouvoir, finalement, des lobbies. Puis j'aurais une dernière question, peut-être. Il y a la question de la corruption, qui est encouragée, évidemment, par les partis de droite, puisqu'ils ne disent pas d'où viennent leurs fonds. Donc ça fait partie au moment où on alimente la caisse du Parti radical, PDC, ou l'UDC, ou les Verts libéraux aussi, ils s'engagent à ne pas dire d'où vient l'argent. Donc ça, c'est un point, à mon avis, qui est de l'incitation à la corruption et qui est extrêmement grave, je pense. Et ça, c'est un point. Mais je me suis posé la question même si ça allait pas même plus loin. Tout le système repose quand même sur la peur, et la peur des sanctions, mais peut-être aussi la peur tout court. Et je me suis posé la question de savoir si au moment où un chef d'État arrive à son niveau, il ne fait pas aussi l'objet d'un certain nombre de menaces physiques sur lui-même ou sur sa famille s'il n'obéit pas à certaines consignes. Et ça, je sais peut-être que c'est peu développé ici. J'imagine qu'il y a d'autres pays où c'est probablement pratiqué clairement, mais la question que je me pose, c'est est-ce que nous n'avons quand même pas aussi un peu ce risque, si on peut parler de risque, auquel on est peu préparé. Voilà. Puis peut-être encore un point, Luc a parlé aussi des hauts fonctionnaires. Il ne faut pas oublier aussi qu'ils sont nommés sur la base de leur appartenance politique et qu'ils dépendent donc également aussi des financements occultes des partis politiques. Et par conséquent, qu'est-ce qui se passe vraiment? Personnellement, dans le cas des moteurs VV, je pense que l'Office fédéral des routes n'a pas fait son travail en laissant falsifier tout ce qui se passe en matière de tests de voitures. Il y a eu à Bonnetel une excellente émission là-dessus où c'était falsifié et où on laisse faire. Et
les hauts fonctionnaires là-bas sont nommés par les partis qui sont financés par derrière, par des caisses dont on ne sait pas comment elles se remplissent. Alors voilà, moi, de ce système, je compte davantage sur la conscience personnelle que sur des quelconques modifications. Mais elle pourrait peut-être amener quelque chose pour encourager à la conscience personnelle. Il y a beaucoup de choses qui sont sorties, surtout par rapport aux idées de solutions en matière d'abus de lobbyisme. Peut-être juste que je dise avant, parce que c'est la conférence d'Olivier Petitjean qui me l'a suggéré, que j'aurais peu de problème du traiter aussi de la question de ce qu'on peut considérer comme les lobbies du social et de l'environnement. Je ne l'ai pas fait parce que dans mon expérience personnelle, ça n'a pas fonctionné pas comme lobbyisme. Je suis membre de la plupart de ces organisations et je les sollicitais moi-même. Alors ça arrive spontanément, on voit quelque chose. Mais enfin, c'était un courant qui existait indépendamment et bien avant que j'ai ce mandat fédéral, donc je ne l'ai pas considéré comme tel. Mais c'est un tort. Objectivement, c'est aussi évidemment des lobbies. Je n'ai pas traité non plus du cas des députés lobbyistes qui a été signalé dans les questions, qui sont lobbyistes souvent avant et après leur mandat, mais parfois aussi pendant, qui font partie de conseils bidons rémunérés assez joliment, peut-être pas énormément, mais quand même plusieurs milliers de francs chaque année pour aller à des séances bidons de ce qu'on appelle couramment des advisory boards, des conseils consultatifs, où ils ne fichent pas grand-chose, mais où ils reçoivent un peu la béquille, en termes d'argumentation faible, souvent on l'a dit, mais enfin, à laquelle ils se plient. Et puis, je n'ai pas non plus parlé des tribunaux. J'aurais pu parler des tribunaux. J'ai l'impression que il y a des gens dans les tribunaux qui font des bêtises, mais que c'est pas lié à du lobbyisme, c'est lié à d'autres raisons. Pierre vient de parler de la conscience du parlementaire pour parler de la conscience du juge aussi. Le fait est qu'ils ont un devoir de réserve et de haut salaire, et que, voire très haut salaire. Un juge fédéral gagne 300 000 francs par année. Je ne pense pas qu'il soit très enclin, supposer que sa conscience ne lui interdise pas déjà, à se laisser être l'objet d'un lobbyisme qui contrarierait son devoir de réserve, très clairement, et de par là risquer de perdre une position sociale et salariale très, très intéressante. Maintenant, sur les propositions très concrètes qui ont été faites, j'en ai noté plusieurs, j'essaie de répondre un peu, de me regrouper. Olivier Petitjean a signalé l'idée du lobbyiste commis d'office, éventuellement avec une taxation qui permette de financer ce genre de poste. Monique Assal a parlé d'espaces réservés de rencontres. Ce qu'il y a là-dedans, qui va être délicat à assurer, c'est que pour que ça marche, il faut que ce soit exclusif. Et c'est-à-dire que ça passe pas quand même par ailleurs par d'autres canaux. Et ça, ce sera extrêmement difficile à vérifier. Alors évidemment, on peut créer un délit pénal, puis taper fort quand on en attrape un, mais je suis pas absolument certain que ce soit facilement praticable. Je parle même pas de la faisabilité politique d'un ou l'autre de ces systèmes avec son caractère exclusif. Je signale qu'il y a un début de quelque chose, mais bon, un tout début, qui est une liste fédérale pour accéder au Parlement, au Palais fédéral. Et si on n'est pas sur la liste, on ne pourrait pratiquement pas entrer, ou alors uniquement avec le statut de visiteur accompagné. Je ne sais pas si ça marchera vraiment. Ça permettra peut-être un peu de débourrer les salles des pas perdus, qui sont des fois assez pleines. Mais pour le reste, on verra. De toute façon, ce ne sera pas très modeste. Là où je vois le plus à faire, c'est sur l'interdiction des conflits d'intérêts, en effet. Mais encore faut-il le valoir. J'avais demandé, par voie de postulat, qui avait été refusé par le Conseil fédéral, mais accepté par la Chambre, mais ça n'a pas donné, le rapport était indigent, ou par voie d'interpellation, puis finalement je ne me souviens plus, peu importe. J'avais demandé qu'on fasse un bilan
toutes les solutions en termes de conflits d'intérêts, de toutes les situations, pardon, et aussi de toutes les solutions en termes de conflits d'intérêts sur le plan fédéral, pas seulement pour les parlementaires, pour les membres de l'administration, les conseillers fédéraux. Et le seul endroit où c'est bien réglé, c'est dans les lois d'organisation judiciaire, où on dit très clairement ça c'est permis, ça c'est pas permis. Mais il y a, partout ailleurs, si vous me passez l'expression, c'est le bordel. Et c'est complètement disparate, et on ne sait même pas très bien ce qui est applicable à certains endroits. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Et on aurait évidemment pu créer des distinctions. C'est normal que pour les juges, ce soit beaucoup plus sévère que pour les autres pouvoirs de l'État. Mais quand même, on voyait un manque de bonne volonté. Là, ça, ce serait vraiment le premier pas. L'autre pas, alors j'ai hésité pendant toute ma carrière parlementaire à le faire, ça aurait été d'exiger la professionnalisation, c'est-à-dire une norme constitutionnelle disant le parlementaire fédéral, durant ses fonctions, doit tout son temps à sa fonction, comme c'est le cas pour, par exemple, les membres du gouvernement au niveau cantonal et fédéral, et qui aurait impliqué qu'il n'avait pas le droit de recevoir un demi-centime de quiconque d'autre, ni de prendre des fonctions bidons ou réelles, c'est égal, dans une société, une ONG ou n'importe quoi. Mais bon, c'est peu dire que j'aurais pas fait de majorité avec ma proposition. On n'est pas mûr pour ça. Parce qu'évidemment, c'est toujours l'argument, c'est tellement bien d'avoir un pied dans la vie de tous les jours, savoir comment vit le citoyen, comme si le gars qui est PDG d'une entreprise ou au conseil d'administration, c'est vraiment une manière de savoir ce que coûte le pain et le lait, et ce que vivent les gens sur leur place de travail, ou dans la recherche du logement, puisqu'on a parlé de la SLOCA tout à l'heure. Mais évidemment, on nous sort toujours cet argument. Et puis on nous dit en plus qu'après ça coûte très cher, parce qu'on paye malheur, on paye ces gens au moins 10 000 balles par mois. Donc c'est vrai que ça coûtera un peu plus cher que ce qu'on leur donne. Et on leur donne pas beaucoup, et c'est d'ailleurs une partie du problème. C'est très rare qu'un parlementaire gagne plus de 70 000 balles par année, 80, stricto sensu, avec le revenu de sa fonction. Alors on va voir aussi comment on calcule. Ce qui va très bien pour vivre, mais qui, en comparaison des tentations de recevoir plus pour améliorer un peu son standard de vie, n'est pas très protecteur. C'est d'ailleurs pour ça qu'on donne 300 000 francs aux juges fédéraux. C'est en pensant justement que celui qui est tenté, celui ou celle qui est tenté, pourrait se dire ça devient un peu tangent de faire des bêtises et de perdre une situation si dorée. Donc moi, je suis assez partisan, en principe, de la professionnalisation, sur des modalités à discuter. Maintenant, le soutien aux ONG, comme la SLOCA ou d'autres, oui, dans la mesure où ils rendent un service public, ça me paraît être une situation fondée, mais alors il faut très bien distinguer la part de service, dans ce cas-là, qui serait soutenue, et la part de politique du domaine concerné. Par exemple, l'Association suisse des locataires, elle pourrait recevoir pour son service de consultation, de conseil, d'accompagnement dans les commissions de conciliation et les tribunaux une certaine somme. Je crois d'ailleurs que ça se fait à certains endroits. Mais alors la comptabilité doit être claire. Ça ne doit financer que ce service-là, parce que sans ça, alors on tombe dans l'arbitraire plus total. Si on finance aussi le travail qu'ils font pour lancer des initiatives populaires, précisément pour aller trouver des députés, je ne sais pas quoi, etc., là c'est assez problématique. Ou alors on finance tout le monde, comme on le disait, par le système des commis d'office. On revient à ce qu'on disait avant. Et la question de la transparence des versements d'argent, bien sûr, ça c'est juste basique. Donc vous voyez qu'il y a beaucoup à faire et que le système, même si je ne peux pas dire que j'ai relevé dans ma pratique des cas hyper choquants qui crèvent les yeux, mais des tas de petits coups de canif dans le contrat et dans l'éthique qui me sembleraient devoir être respectés, ça oui. Oui, donc effectivement, enfin, en matière d'encadrement du lobbying, il y a des choses qui paraissent plus ou moins réalisables et plus ou moins irréalisables. Je pense qu'une chose qui est dans l'ordre du réalisable, un peu comme du réalisable concrètement, politiquement, c'est très difficile, mais comme l'interdiction de certaines situations de conflit d'intérêts, c'est la question du droit à l'information.
Et je sais pas, je connais pas la loi, le droit suisse dans ce domaine, mais en France, par rapport à d'autres pays comme l'Angleterre notamment, on est vraiment une droit d'accès aux documents administratifs et à l'information publique qui est très faible. Et je pense que concrètement, c'est déjà ce principe, c'est pas une solution d'ingénierie institutionnelle, c'est plutôt un principe juridique d'ordre constitutionnel sur le droit à l'information des citoyens est très important, parce qu'après, si on tire sur cette ficelle, ça peut et toutes ces questions de transparence qui ont été évoquées, beaucoup de choses. Donc c'est vraiment un sujet qui est relativement peu porté. Enfin, ça a été un peu porté parce que je ne sais pas dans quelle mesure ce débat a été répercuté sur la Suisse, mais donc il y a eu ce projet de directive européenne sur le secret des affaires qui faisait suite à une proposition de loi sur le secret des affaires. Donc c'est un peu commencé justement par la négative, en comprenant un peu le recul qu'on risquait par rapport à la situation antécédente. Cet enjeu a commencé à sortir, et Martin Pigeon en parlera peut-être. Mais donc voilà, pour moi c'est aussi ça devrait être une priorité, cette question du droit à l'information. J'en ai une. Quelles sont les principales différences au point de vue des modes, pas tellement, mais au point de vue de l'efficacité du lobbyisme exercé sur l'administration et celui exercé sur les parlementaires? Oui, je vous avais interrompu pour demander si les États-Unis étaient présents. Alors, je ne crois pas que vous ayez répondu, mais autre question. On parle beaucoup de négociations sur le TISA, hein, mais qu'elles sont particulièrement secrètes. Où est-ce qu'elles se négocient? Est-ce que vous en savez quelque chose? C'est bon là? Ouais, c'est bon. Je voulais juste savoir si, puisqu'il y a des dizaines de milliers de lobbyistes professionnels, donc oui, c'est une profession, donc c'est vraiment pratiqué, c'est public, et est-ce que vous avez eu la possibilité, parce que vous avez voulu contacter des lobbyistes professionnels pour intervenir ici? Et je les défends pas. Et puis juste, est-ce que vous avez des informations concernant le cas Barroso qui est passé chez Goldman Sachs? Est-ce qu'on a une idée, à part le carnet d'adresses qui peut... le carnet d'adresses, surtout les contacts qu'il a, enfin la teneur finalement de l'accord? C'est bon, vas-y. Donc je vais commencer par essayer de répondre à votre première question, qui était sur comment s'exerce le lobbyisme à destination de l'administration, avec quelle efficacité par rapport à celui qui s'exerce sur les parlementaires. Alors, effectivement, ce n'est pas le même. Il y en a un qui est technique et l'autre qui est politique. Le lobbyisme technique, c'est celui qui cible les fonctionnaires. On est entre technocrates, public ou privé, mais on est vraiment dans le même langage. Et donc, le jeu ici, c'est d'abreuver en fait le fonctionnaire en expertise utile, mais partielle, mais utile. J'en ai eu personnellement, j'ai eu l'occasion de faire la généalogie quasi totale de la directive sur la protection des secrets d'affaires qui est passée au Parlement et qui a été adoptée malheureusement en mai dernier. Et c'était absolument fascinant dans les échanges. J'ai obtenu pas l'intégralité, je pense pas, mais en tout cas beaucoup des échanges qu'il y a eu entre les 2 fonctionnaires et demi à la Commission qui ont écrit ce texte. Je n'exagère pas. On parle de 2 fonctionnaires et demi à peu près, et la quinzaine à peu près de lobbyistes qui leur ont pas tenu la main, mais qui les ont renseignés, disons. Voilà. Après, quand vous allez au Parlement, toujours je garde mon cas ici, on change de registre de discours. C'est-à-dire que pour les quelques... Alors, au Parlement, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différents types de parlementaires. Vous avez le parlementaire qu'on appelle le rapporteur, qui va construire un rapport d'évaluation du texte de la Commission, donc qui va en quelque sorte instruire la position de tout le Parlement sur ce texte. Donc c'est quelqu'un, en l'occurrence c'est une Française conservatrice, qui s'appelle toujours Madame Constance Legris, et qui est une proche de Nicolas Sarkozy d'ailleurs.
députée des Yvelines, et donc elle était rapporteure sur ce texte. Elle a eu affaire à un lobbying à la fois technique et à la fois politique, parce que comme c'est quelqu'un qui va très loin dans le dossier, quasiment aussi loin que le fonctionnaire qui l'a écrit, alors on doit se situer à ce niveau-là. Après, il faut aussi lui filer des billes politiques, c'est-à-dire des arguments qui vont lui permettre de convaincre ses collègues non spécialistes. Et donc en l'occurrence, l'argument c'était qu'il fallait défendre les malheureuses petites PME contre l'espionnage industriel des méchants chinois, en gros. C'est à peu près ça. Une parenthèse d'ailleurs, c'est que, bon, enfin non, je ne vais pas rentrer dans ce débat-là parce que c'est vraiment le débat spécifique sur les secrets d'affaires. Donc voilà, je ne sais pas dans quelle mesure j'ai... Moi, j'aurais tendance à dire que le lobbying technique est plus facile à faire. Parce qu'il est nécessaire, en fait. Parce qu'il est perçu comme nécessaire par la cible. Et que le seul moyen de le contrecarrer, c'est de la contre-expertise. Et la contre-expertise en face, soit elle est inexistante, soit elle est insuffisante. Alors qu'au niveau des parlementaires, au niveau politique, là on est dans le débat plus rapidement dans un débat idéologique, et là le contre-argumentaire est plus facile à développer, quelque part. Alors, quid du rôle des USA ? Alors, effectivement, il y a beaucoup d'entreprises, ça c'est quelque chose qui m'agace beaucoup, moi, c'est quand une entreprise joue la fibre patriotique alors que c'est une entreprise multinationale. Et c'est le cas beaucoup, je me souviens notamment je me suis fait beaucoup d'amis un jour, c'était une conférence comme ça, qui était organisée par le lobby de biotech à Bruxelles, dans une salle du Parlement, et vous aviez un des chefs pour l'Europe de Dow Chemicals, qui est la deuxième ou troisième plus grande entreprise de pesticides au monde, et qui utilisait nous en Europe, il faut qu'on fasse ça, etc. Je lui dis, mais attendez, mais excusez-moi, mais vous-même vous êtes américain, vos boss sont américains, votre siège social est américain. Bon, il se trouve que votre siège social est d'ailleurs pas très américain, parce qu'il est dans le Delaware, donc vous faites probablement beaucoup d'optimisation fiscale. Bon, il était absolument outré, comment est-ce que je suis passé pour un horrible nationaliste de dire des choses pareilles. Mais il y a beaucoup, la plupart des entreprises sont à cheval sur l'Europe et sur les États-Unis. Donc vous avez beaucoup de choses qui sont communes. Vous avez beaucoup d'entreprises qui sont membres des grandes fédérations. Mais comme leur nom l'indique, les entreprises multinationales ne sont pas des entreprises qui appartiennent à un pays en particulier, et pas plus les américaines que les européennes de ce point de vue. Alors, ça joue, et ça joue aussi, mais ça dépend des secteurs. Par exemple, on parle beaucoup en ce moment du rachat de l'entreprise Monsanto par Bayer. Moi, je ne suis pas du tout persuadé que ça va se faire, ce truc, parce que Monsanto, c'est le leader mondial des pesticides, des semences, excusez-moi, mais surtout, et donc c'est un enjeu absolument stratégique. Est-ce que le gouvernement américain va accepter que l'entreprise qui fabrique les 2/3 des pesticides, des semences, parce que ce sont des plantes pesticides, donc j'ai tendance à les mélanger un peu, qui sont fabriquées sur son sol, passent sous propriété allemande? Je ne suis pas certain. Bon, il se trouve qu'il y a beaucoup d'actionnaires de Bayer qui sont des Américains aussi, donc bon, il faut voir. Mais voilà, puis bon, ça c'est encore autre chose. Je ne sais pas dans quelle mesure vous avez suivi tout le débat autour de la négociation sur le TAFTA ou le TTIP, selon l'acronyme que vous préférez. Très peu. Oui, alors nous on l'a beaucoup fait à CEO parce que c'est quelque chose d'un peu historique chez nous, le suivi de ça. Pour nous, ce qui est frappant, et ça illustre un petit peu ce que je disais un petit peu avant sur la différence entre le lobbying technique et le lobbying politique, c'est que les principaux aspects du TAFTA, c'est la mise en place outre les tribunaux d'arbitrage internationaux, le plus important, c'est ce qu'on appelle la coopération réglementaire. L'enjeu de ça, c'est d'essayer de faire en sorte que quand un produit est homologué, reçoit une autorisation de mise sur le marché en Europe, ce soit valable aux États-Unis et réciproquement. C'est ça, exactement. Le problème, c'est que pour faire ça, eh bien, il faut détruire ce que les entreprises appellent les barrières non tarifaires au commerce, c'est-à-dire les différences de normes. Et donc, l'enjeu de ces mécanismes qu'on appelle de coopération réglementaire,
c'est de construire des dispositifs institutionnels permanents qui viseront à, au fil du temps, détruire les différences entre les normes américaines et européennes, mais surtout, faire en sorte qu'il ne puisse pas en apparaître de nouvelles. Et donc ce que ça signifie, c'est que toutes les fois où on aura un projet de loi, eh bien, ça devra passer par ce truc-là avant même que ça arrive aux oreilles du politique. Et à l'intérieur de ces conseils de coopération réglementaire technique, en fait, vous en aurez un par secteur économique à peu près. Vous aurez l'administration américaine, l'administration européenne et des représentants des multinationales. C'est en tout cas ce qui est prévu. C'est en tout cas ce qui est espéré de la part des multinationales concernées. Donc oui, les Américains, bien sûr. Une anecdote que je trouve assez savoureuse. Vous avez certainement entendu parler de la décision récente de la semaine dernière de la Commission d'infliger une amende de 13 milliards de dollars à Apple. De condamner Apple à rembourser 13 milliards de dollars à l'Irlande, qui d'ailleurs n'en veut pas. C'est là où c'est assez désespérant d'ailleurs. Donc, bref. Mais je ne sais pas si vous avez vu ça, mais cette semaine, là, il y a eu une lettre de 185 PDG américains qui ont écrit à tous les États membres de l'Union européenne, en leur disant c'est un scandale total ce truc, c'est une distorsion parce qu'en fait la Commission est assez maligne avec ça, elle utilise sa politique de concurrence en fait pour faire de la politique de la répression d'évasion fiscale. Donc elle joue un peu avec ses moyens légaux. Et donc ces PDG-là qui sont bien renseignés, bien conseillés surtout, ont attaqué très très violemment la Commission européenne dans cette lettre à tous les gouvernements européens en accusant la Commission d'agir comme une autorité fiscale supranationale. Ce qui en théorie elle n'a pas le droit d'être, d'après les traités. Donc voilà, l'Union européenne c'est un grand marché, mais il y a beaucoup d'intérêts qui ne veulent surtout pas que ça devienne quoi que ce soit d'autre, y compris économique. Où on se retrouve avec parfois des alliances assez vertigineuses entre Marine Le Pen et Walmart. Enfin bon, c'est comme ça. Si vous avez d'autres questions. Attends, non. Non, pardon, j'ai pas répondu à celle sur Barroso, je m'excuse. Voilà, donc je vais essayer de le faire. En plus, c'est une bonne question parce que le premier communiqué de presse de Goldman Sachs, et la première réponse de Barroso, d'ailleurs, au Financial Times, suite aux accusations qui ont suivi son embauche, l'annonce de son embauche en tout cas, parce que quand est-ce que son embauche a réellement eu lieu, ça c'est la grande question. C'était oui, ce sera pour conseiller Goldman Sachs sur le Brexit. En soi, c'est déjà assez fumeux, parce que d'ailleurs, quand vous regardez, et c'est là où on voit que les intérêts de la banque Goldman Sachs coïncident assez exactement avec ceux du gouvernement anglais, d'ailleurs, parce que quel est l'intérêt de Goldman Sachs, qui a son siège social à Londres? C'est de garder ce qu'on appelle le passeport financier qui l'autorise à opérer des transactions en euros, au sein de la zone euro. Il y a 40% des transactions de la zone euro qui ont lieu à Londres, aujourd'hui. Il se trouve que là, ça c'était en juin, en septembre maintenant, il y a 15 jours de ça à peu près, il y a Juncker qui a saisi son comité d'éthique ad hoc interne, là, pour demander, parce que bon, il était sous pression, notamment d'une pétition qui avait été initiée par des fonctionnaires de la Commission européenne eux-mêmes, ce qui est extrêmement, enfin c'est une première, il n'y a pas de précédent à ça, à ma connaissance. Et donc il en a fait, et donc il a notamment expliqué que Barroso ne serait pas reçu mieux que n'importe quel lobbyiste, et donc en quelque sorte, ne serait certainement pas reçu avec tous les égards qui normalement seraient dus à un ancien président de la Commission européenne. Alors ça, Barroso, ça ne lui a pas plu du tout. Et donc, il s'est fendu d'une réponse à nouveau dans le Financial Times, parce que à peu près tout se passe dans le Financial Times, dans ces trucs-là. Alors là, il n'est plus question uniquement du Brexit, il est question d'un mandat beaucoup plus large, où on va conseiller la banque sur à peu près tout ce dont elle a besoin. On comprend qu'il ait dit ça, en fait, sous le coup de l'énervement, et qu'il ait écrit ça plus gravement sous le coup de l'énervement, sauf que ça déforce très largement son propos, parce que s'il est engagé strictement sur le Brexit, alors il n'y a pas trop de conflit d'intérêt, parce que le Brexit n'avait pas au moment où lui était président de la Commission. Par contre, si c'est sur tout ce qui peut concerner Goldman Sachs, là, c'est beaucoup plus large. Et donc le potentiel du conflit d'intérêt est beaucoup plus large aussi.
Donc voilà. Après, au niveau de la possibilité de rétorsion, il n'y a pas grand-chose qui soit possible, à part quand même priver M. Barroso de la pré-retraite assez confortable qu'il touche depuis février dernier. Une dernière observation, c'est qu'il valait ce que j'ai oublié de préciser pour McCreevy, mais c'est la même chose. Oui, mais il n'y en a jamais assez. Peut-être, je ne sais pas. Écoutez, on verra. Mais juste, en général, le fait comme ça d'embaucher des anciens politiques, ces hommes politiques-là, on les appelle des ouvreurs de porte, en fait. C'est-à-dire que leur boulot, c'est vraiment de faire ça. C'est d'obtenir un accès auprès des décideurs politiques. Les grooms. C'est pas mal aussi, c'est mieux même. Des ouvreurs, enfin... On va prendre deux dernières questions. Quand on est connecté à Internet, on reçoit assez facilement des messages de 3 ou 4 ONG très bien organisées qui font des pétitions pour essayer de faire pression sur certaines décisions, particulièrement européennes. Est-ce que tous ces organismes-là sont également dignes de confiance ou de méfiance? Et puis, il y a des recherches uniquement de signatures, puis des recherches de fonds aussi. Alors, est-ce qu'on a enquêté sur les implications, etc. Et puis, j'ai remarqué une chose, par exemple, c'est qu'ils insistaient beaucoup sur, par exemple, disons justement le TAFTA ou bien la fusion entre Bayer et Monsanto, mais qu'il y en a certains qui insinuaient que c'était pour dissimuler, justement, pour faire du barouf, pendant qu'en catimini, on faisait passer la directive sur le secret des affaires. Il y avait une question ici, non? J'avais vu un doigt se lever, non? Ok, alors voilà, on finira avec ça. Alors, vous m'emmenez loin du lobbying, là. Je vais me faire des ennemis. Alors, quelques éléments factuels pour commencer. Le moteur de pétition change.org, l'année dernière, a été l'un des heureux récipiendaires du prix Big Brother, à Berlin, pour sa politique, disons, pas très étanche en termes de gestion des données personnelles. Donc ça, c'est embêtant, parce qu'il y a beaucoup de gens qui l'utilisent, ce truc. Mais change.org est une entreprise commerciale, ce n'est pas une association. Après, le plus connu, parce que ça a été le premier, c'est Havas, évidemment. Havas, moi, je leur en veux beaucoup, mais pas tellement parce que il serait... ils auraient des pratiques, disons, embêtantes au niveau de la gestion des données, c'est pas ça. C'est plutôt en termes de... Ce ne sont pas des gens qui pensent en mouvement social. Et donc, tout ce qu'ils font, tous les impacts qu'ils obtiennent, alors que ce type de choses, ce type d'organisation, ce ne sont que des démultiplicateurs, en fait. C'est-à-dire que vous avez une association qui va les voir, qui leur dit, écoutez, moi j'ai un problème, aidez-moi, ramenez-moi 3 millions de signatures, etc. Et donc, Havas, pas de problème, ils le font, mais sauf qu'après, c'est Havas qui a gagné, mais pas du tout la petite ONG. Et c'est Havas qui collecte les fonds, mais c'est pas la petite ONG. Et donc, il y a un problème d'effet un peu coucou, comme ça, qui m'énerve. Après, il se trouve, ça c'est un problème de déontologie personnelle aussi, c'est que moi je trouve que le problème, évidemment, c'est que si vous voulez ramener 2 millions de signatures en 3 jours, il faut un message qui puisse être compréhensible en 3 secondes et demie. Et donc, en gros, c'est tu cliques ou la planète va crever demain. 2 secondes. Voilà. Et ça, je trouve ça vraiment terrible parce que ça annule le message, en fait. C'est-à-dire que ça fait plusieurs choses. D'abord, que ça détruit l'outil de la pétition lui-même. C'est-à-dire que maintenant, avec la jurisprudence Havas, une pétition qui a moins d'1 million de signatures, ça ne vaut plus grand-chose, alors que c'est vraiment compliqué à obtenir. Et le problème, c'est que si la planète risque de mourir tous les 4 matins, quand est-ce qu'elle va vraiment mourir, alors ? Et le problème, c'est qu'il y a un moment où l'exagération devient la désinformation, en fait.
Et c'est le moment où on aurait besoin de plus de gens formés au journalisme et un peu moins au marketing pour gérer ce genre de truc. Mais ça, c'est plus un problème déontologique de campagne, et vous trouverez ça dans n'importe quelle... toute proportion gardée, je reproduis ça, moi, quasiment hebdomadairement dans ma lutte avec mon éditeur en interne. Moi, je veux tout dire, lui, il veut que ce soit lisible. Il a le droit, hein, il a raison d'ailleurs. Donc voilà, c'est pas qu'il y en a un qui est blanc, et l'autre qui est noir, l'autre qui a raison, l'autre qui a radicalement tort, mais dans les excès, parfois, ça va trop loin. Moi, je trouve que ça va vraiment trop loin. Après, couvrir le secret des affaires, non. Enfin, le secret des affaires, moi, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Il me semble qu'on a eu beaucoup de chance dans le Barouf, précisément, qu'on a réussi à faire autour de ça. Je ne m'attendais pas du tout à ce que ça marche autant. On doit beaucoup, d'ailleurs, à des démultiplicateurs, mais pour le coup, qu'on n'avait pas du tout sollicité. En l'occurrence, Nicole Ferroni, je ne sais pas si vous voyez, là, c'est une humoriste française qui a fait une petite vidéo comme ça, de 2 minutes et demie. 2 minutes et demie, quand même. Mais voilà, elle a fait 13 millions de vues. Et ça a considérablement popularisé et bien vulgarisé, ce qui est difficile à faire, mais bien, elle l'a très bien fait. En 2 minutes et demie, elle avait parfaitement résumé les enjeux. Elle te dit, voilà, ça c'est une directive qui vous est vendue au nom de la protection des PME, alors que c'est pas du tout ça. Donc voilà. Je crois, est-ce que j'ai répondu à toutes vos questions ?